Bienvenue dans le débat. C'est le 17e jour de contestation en Iran. Les Iraniens sont coupés du monde et face à la répression féroce depuis plusieurs jours. L'ONG Iran Human Rights, basée en Norvège, évoque un massacre de la population iranienne par le régime. À Washington, une réunion sécuritaire a eu lieu pour présenter les options possibles pour l'Iran, des frappes américaines ciblées, y compris sur des sites militaires ou encore sur l'appareil sécuritaire, ou au contraire la diplomatie. Continuez à manifester, prenez le contrôle de vos institutions, a réagi Trump sur son réseau Truth Social. De l'aide est en route, a-t-il dit. Trump a ajouté avoir annulé toutes les réunions avec les officiels iraniens. Ursula von der Leyen promet, elle, de nouvelles sanctions contre Téhéran. Elle a affirmé d'ailleurs que ces sanctions allaient être rapidement proposées au 27. En France, c'est le procès pour apologie du terrorisme de l'Iranienne Madieh Esfandiari qui s'est ouvert. Elle est susceptible d'être échangée contre les Français Cécile Collère et Jacques Paris. Tous deux sont retenus toujours à l'ambassade de France en Iran. Alors on va revenir sur ce 17e jour de révolte des Iraniens et sur cette répression du régime. Quelles sont les options donc pour Trump face à la contestation? Utilisera-t-il la force ou la diplomatie, la guerre ou la négociation? Que peut faire la communauté internationale? Iran, Trump va-t-il frapper? On va poser ces questions à mes invités. Sepideh Farsi est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes réalisatrice franco-iranienne. Bienvenue dans le débat. En face de vous, Ketevan Gorgestani. Bonsoir Ketevan. Bonsoir. Chroniqueuse à France 24 et également ancienne correspondante à Washington pour nous. Merci de participer au débat. Bertrand Besançon est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Diplomate, ancien ambassadeur de France au Qatar et en Arabie Saoudite. Bienvenue à vous. Et nous avons en direct de Beyrouth Karim Émile Bittard avec nous, enseignant à Sciences Po. Bonsoir à vous. Professeur à l'École normale supérieure de Lyon, également à l'Université de Saint-Joseph de Beyrouth. Avant notre discussion, je vous propose un retour en images des toutes dernières réactions justement politiques face à la situation en Iran avec Ludovic Defoucauld. Son pays a beau connaître un mouvement de contestation massif et une répression violente, pour le chef de la diplomatie iranienne, c'est business as usual. Il accueillait ce week-end son homologue d'Oman, qui a souvent fait office d'intermédiaire entre Téhéran et l'Occident, l'occasion de faire passer quelques messages. Nul n'a le droit d'interférer ou d'imposer ses vues dans les affaires internes d'un autre État. Dans le viseur du ministre, sans grande surprise, les États-Unis et Israël. Sur son réseau social, Donald Trump encourage les manifestants à continuer leur action, à renverser le gouvernement et promet « l'aide est en chemin ». Alors que le bilan dépasse désormais les 2000 morts selon des activistes, l'ONU, par la voix de son commissariat aux droits de l'homme, se dit horrifiée par l'escalade de la violence et condamne l'emploi par le pouvoir iranien du qualificatif de terroriste pour désigner les manifestants. Nous exhortons le gouvernement iranien à mettre immédiatement fin à toutes les formes de violence et de répression à l'encontre des manifestants pacifiques et à rétablir l'accès complet à Internet et aux services de télécommunication. En déplacement en Inde, le chancelier allemand voit, lui, dans les événements en Iran, le signe annonciateur de la fin de la République islamique. Si un régime ne peut se maintenir au pouvoir que par la violence, alors il est de fait condamné. Je pense que nous assistons actuellement aux derniers jours et aux dernières semaines de ce régime. Paris et Londres condamnent la répression et convoquent les ambassadeurs iraniens en poste en France et en Grande-Bretagne. À Pékin, en revanche, le ton est bien différent. La Chine soutient l'Iran dans le maintien de sa stabilité nationale. Nous nous sommes toujours opposés à toute ingérence dans les affaires intérieures d'autres pays. Le soutien chinois pourrait ne pas être que diplomatique. Selon des experts, la Russie ou la Chine, ou même les deux, auraient fourni à Téhéran la technologie de brouillage qui lui a permis de neutraliser les terminaux Starlink et de couper effectivement les communications des manifestants entre eux et avec le reste du monde. Sepideh Farsi, donc certaines organisations de droits humains parlent maintenant de 2000 morts, même si c'est très difficile à chiffrer. On peut dire que cette reprise en main est particulièrement brutale. Oui. Plus encore que d'habitude. Oui. Non, le régime est aux abois, c'est clair. Je ne sais pas si nous vivons les dernières heures, jours ou semaines, mais en tout cas la répression est sans précédent, comme l'est la présence très importante des gens dans les rues. La répression est à l'image de la peur du régime de voir une masse si importante de personnes descendre dans les rues, malgré les risques. La peur a changé de camp lorsque vous dites cela. Est partagée en tout cas. Elle est partagée entre les deux. Parce que les gens ont très peur aussi, la répression est féroce. Enfin, on a des tirs directs dans la tête, dans les yeux avec la chevrotine.
en passant, soit dit, fabriqués en Europe. Donc quand on entend des sanctions, on y passera. Mais je veux dire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour éviter ça. D'autres qu'attaquer militairement, hein, je pense. On va y revenir. Mais vous avez des nouvelles aujourd'hui parce qu'Internet a été coupé. Il y a des liaisons téléphoniques qui recommencent à être possibles. Et donc, on a eu des nouvelles plutôt terribles. Moi, j'ai passé ma journée à faire un décompte qu'on ne peut pas faire en réalité. Juste à recueillir tous les témoignages des amis proches et de leurs amis. En fait, 2 cercles comme ça qui connaissent des gens qui sont morts. Et donc, on essaye tous et toutes de... on écoute des audios, des gens qui étaient passés dans les hôpitaux, les dernières personnes qui ont quitté l'Iran, parce qu'il y a quelques personnes qui ont quitté l'Iran quand même, qui sont venues ici et qui parlent de ce qu'ils ont vu. Il y a un médecin qui est passé aussi par Paris, qui ne veut pas témoigner parce qu'il va retourner en Iran, mais il y a des témoignages qui arrivent à sortir malgré la coupure d'Internet qui est très embêtante. Et là aussi, il y a des choses à faire. Et ils essayent d'enterrer leurs morts, si j'ai bien compris. Aujourd'hui, les Iraniens, justement, de cette contestation, et ces familles non seulement ne trouvent pas leur corps, mais en plus, le régime négocie financièrement le retour des corps à ces familles. Avec des sommes hallucinantes ça, c'était la pratique du régime toujours. Hein, quand ils exécutaient quelqu'un avec des balles, les dissidents dans le temps, dans les années 80, ils faisaient payer les familles pour rendre le corps. Mais là, ça a atteint des sommes que les familles ne peuvent même pas payer, en fait. Et du coup, ces corps terminent quoi? Dans des fosses? Je pense qu'ils gardent, les gens essayent parce que c'est quand même très important pour les familles de récupérer la dépouille, évidemment. Donc, je ne sais pas, en réalité, quand ils n'arrivent pas à payer ce qui se passe là. Je n'ai pas eu de cas concret pour vous dire ce qu'ils font. Mais c'est déjà arrivé à trouver le corps, parce qu'il y a des gens, je connais des gens qui cherchent, dont les proches ont disparu et qui cherchent, en fait, à savoir ce qu'ils sont devenus, parce qu'ils pourraient être blessés ou morts, ou inconscient, vous voyez, et ne pas pouvoir communiquer. Là, dans ma famille proche, enfin, des gens très proches, des cousins, 2 personnes, un couple, la femme est blessée à l'hôpital alors qu'elle a 2 petits-enfants, son mari est mort par balle. Et voilà, vous voyez, ça, c'est juste un cas. Donc, c'est extrêmement difficile. Moi, j'ai la tête qui vrille. En fait, j'arrive pas à... C'est très compliqué. Et puis, je pense aussi à l'attaque éventuelle. Je me dis, il y aura encore d'autres morts. Enfin, c'est terrible. Bertrand Besancenot, c'est une reprise en main du régime iranien aujourd'hui auquel on assiste, qui a commencé d'ailleurs avec un blocage Internet et puis aussi qui a tenté de couper Starlink en y arrivant d'ailleurs, puisque Starlink a pu partiellement seulement fonctionner depuis quelques jours. Il est clair qu'il y a une exaspération de la population envers le régime et que le régime, selon sa méthode habituelle, parce qu'on l'a vu en 2009, 2019, 2022, enfin bon, sa réponse a toujours été la répression. Alors cette fois-ci, le mouvement a encore beaucoup plus d'ampleur que ce qu'on a connu jusqu'à présent. Et visiblement, les gardiens de la révolution, parce que ce sont eux qui en réalité tiennent le régime et qui en profitent, eh bien, savent très bien que s'ils lâchent prise, eh bien, naturellement, tous leurs avantages disparaissent. Donc il y a une volonté très forte des autorités de réprimer à n'importe quel prix, si je puis dire, et à utiliser justement la répression, les destructions, les morts, comme étant la meilleure façon de dissuader les gens. On voit bien que le régime actuellement espérait à la fois donc étouffer les manifestations et en même temps gagner du temps en discutant avec les Américains. Et donc effectivement, la réponse du président Trump, qui est de dire je suspends toute négociation, toute discussion est une façon effectivement d'enlever un argument, parce que c'est la méthode habituelle du régime, espérer qu'ils vont pouvoir étouffer dans le temps, gagner du temps par des discussions, et puis en se disant bon ben voilà. La réponse du président Trump et son encouragement aux manifestations est naturellement un moyen de pression, une pression, enfin, entre guillemets, maximale sur les autorités. Trump, qui a donc réagi sur Truth Social, comme je le disais, continue à manifester, je cite son message, « Prenez le contrôle de vos institutions », voilà ce qu'il a dit. Vous le voyez s'afficher, ce message sur son réseau. L'aide est en route, de l'aide est en route. Et puis donc, il a ajouté ce qu'on vient de dire, que toutes les réunions avec les officiels iraniens étaient annulées. Maintenant, cette information nous parvient qu'il dit « Vous allez voir ce que nous allons faire ». Ça, c'est une réponse qu'il a donnée à des journalistes qui lui posent la question en ce moment même. Et puis, il y a eu cette réunion sécuritaire qui était vanne à Washington, sans Trump, pour évaluer les différentes options. Alors, quelles seraient, a priori, les options les plus probables? En tout cas, celles qui sont sur la table.
Alors, les plus probables, on n'en sait rien parce qu'on a l'impression que même Donald Trump est en train de changer d'avis un peu tous les jours. En revanche, les options qui sont sur la table, la Maison-Blanche l'a dit, pratiquement aucune option n'est écartée à part l'option d'envoyer des troupes américaines. Ça, c'est non, c'est le seul truc qu'ils ont dit. En revanche, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a rajouté encore des sanctions, même si les sanctions américaines sur l'Iran sont déjà assez énorme. Il y a eu cette annonce des droits de douane pour les pays qui continueraient à faire du business avec l'Iran. Augmentation de 25% Augmentation de 25%. droits de douane. Ça attaque en partie la Chine, par exemple, mais aussi la Turquie, l'Inde. Il y a la possibilité des cyberattaques, ce qui pourrait être une sorte de mi-chemin avant d'aller directement vers l'attaque militaire. Et il y a ensuite l'action militaire, et l'action militaire elle-même peut prendre différentes formes. On n'est pas forcément dans des frappes massives, ça pourrait être des frappes ciblées. Pour l'instant, on n'en sait rien, et même quand Donald Trump dit l'aide est en chemin, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, et d'ailleurs, lui non plus ne donne pas vraiment de détails sur ce qu'il entend par là. Par ailleurs, on voit dans ce qu'il a dit qu'il dit j'annule les réunions jusqu'à temps que ces meurtres insensés s'arrêtent. Sauf que ça fait 10 jours qu'il menace. Il l'a dit, je crois, c'était début janvier, 2 ou 3 janvier. Il a dit s'il n'arrête pas, s'il tue des manifestants, j'interviendrai. On l'a vu, il tue depuis des jours et des jours. On est vraiment au stade de la menace. Donc on est sur de la menace qui s'accentue, mais pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de décision fondamentalement et officiellement prise, en tout cas de ce qu'on voit publiquement. Karim-Émile Bittard, vous êtes d'accord? Est-ce qu'un des scénarios finalement probables ou possibles, ça serait de s'en prendre avec des frappes ciblées à l'appareil sécuritaire responsable de la répression, par exemple la milice des Bassidji, ça serait une possibilité? En effet, oui, nous assistons à un carnage à huis clos, la répression la plus brutale depuis 1979, qui dépasse par son ampleur la répression de la Révolution verte de 2009, celle du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Mais la marge de manœuvre de la communauté internationale et même des États-Unis et de M. Trump est en fait assez complexe. Votre correspondant Slavoj Razi a pointé quelque chose de très judicieux. Il a dit que lorsque Trump dit « help is on the way »,« l'aide est en route », etc., c'est une arme à double tranchant. D'un côté, ça permet de galvaniser les partisans les plus radicaux d'une chute rapide de ce régime, mais de l'autre côté, c'est également quelque chose qui vient donner du grain à moudre à la propagande de ce régime qui cherche à dépeindre une révolution qui est en grande partie spontanée comme un mouvement orchestré de l'extérieur par les États-Unis et par Israël pour un changement de régime. Donc le plus probable, c'est que Trump poursuive une politique de pression maximale. Il sait qu'il ne peut pas envoyer des boots on the ground, une invasion militaire. C'est un pays de 93 millions d'habitants qui fait la taille de toute l'Europe de l'Ouest. Les frappes ciblées peuvent avoir également un effet contre-productif. Elles peuvent conduire à une sorte de ralliement autour du drapeau. Les Iraniens, quand bien même ils détesteraient ce régime tyrannique, n'acceptent pas non plus une épée de Damoclès en permanence pointée sur eux en provenance d'Israël ou des États-Unis. Pendant la guerre des 12 jours, ils ne se sont pas montrés très enthousiastes lorsque l'Amérique a bombardé l'Iran. Donc je crains que nous assistions dans les jours qui viennent à une poursuite de cette répression brutale, d'autant plus que l'opposition iranienne n'a pas véritablement de structure, de leaders qui puissent fédérer. Les figures qui cherchent à s'imposer sont très controversées. Les leaders de l'opposition les plus légitimes ont été emprisonnés, placés en résidence surveillée, persécutés depuis des décennies. Donc il est à craindre que nous allions vers un scénario de chaos. Et les États-Unis, pour éviter cela, pourraient peut-être opter pour l'idéal pour eux, c'est un scénario à l'égyptienne, c'est-à-dire ils souhaiteraient un changement de comportement du régime, sans forcément le faire tomber, mais si on parvient à écarter le guide suprême, à trouver un homme fort qui céderait aux exigences américaines sur le nucléaire, sur
l'énergie, sur les proxys régionaux, l'Amérique s'accommoderait parfaitement du maintien d'un régime autoritaire en Iran, tout comme elle s'accommode du maintien de régimes autoritaires dans plusieurs pays de la région. Et même au Venezuela, je n'ai pas vu d'amélioration dans la situation des droits de l'homme. Oui, c'est le cas au Venezuela, Sepideh Farsi. Votre réaction, justement, face à ce que vient de dire Karim Émile Bittard, vous, quelles sont d'abord cette option d'intervenir avec une frappe ciblée pour, par exemple, frapper une partie de la milice, une partie des Bassidjis, ça c'est quelque chose envisageable, ça pourrait affaiblir encore un peu plus le régime? Ce qui a été envisageable pour Donald Trump, je ne le sais pas, parce qu'il a un imaginaire foisonnant et un avis qui change avec le vent. Comme vous, qu'est-ce que vous souhaiteriez finalement? Je n'ai pas de souhait. Moi, je veux le meilleur pour mon pays. Je constate que quand il y a eu des attaques, je rejoins M. Bittard sur un certain nombre de points, à savoir que une frappe militaire américaine ou israélienne, enfin quelle qu'elle soit, étrangère, risquerait de fédérer les gens autour du drapeau. Il est vrai que ça donnerait du courage à ceux qui sont contre le régime, mais... puisque ça l'affaiblirait un peu plus. On l'a vu en juin. Qu'est-ce que ça a donné? Ils ont fait des frappes sur les sites nucléaires. Ciblées. Pas que. Pas que, mais ils ont quand même essayé de décapiter les gardiens de la Révolution à RGC. Il y a eu une trentaine de... Ils ont été remplacés, les chefs. Est-ce que ça a bougé d'un iota? La répression s'est durcie. L'année 2025 a été une des plus meurtrières en termes de nombre d'exécutions en Iran par le régime. Donc en fait, et ça a retardé cette éruption. En fait, cette éruption-là, économique d'abord, on l'attendait depuis des mois. Mais comme en juin, il y a eu cet épisode de 12 jours, voilà, ça a mis une chape de plomb sur le pays entier. Donc du coup, les dissidents, si vous voulez, là, le risque, c'est pas uniquement la répression, c'est aussi les prisonniers. Ils vont les exécuter. Parce qu'eux pourraient être d'éventuels futurs leaders du pays. Pas uniquement ceux qui sont déjà en prison, les arrestations récentes. Il y a plusieurs dizaines de milliers d'arrêtés, en fait. Quand on parle de 2000 morts, il faut multiplier par 10 le nombre d'arrestations. Et ces gens-là, ils vont être torturés et potentiellement certains tués. Il y a un jeune homme qui a déjà été condamné à mort là depuis ces derniers jours. Donc envisager une frappe militaire américaine, vous ne l'appréciez pas? Enfin, non, enfin, je crois que ça n'a pas de sens. Monsieur l'ambassadeur. Non, mais c'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut que spéculer, mais ce qui est vrai, en tout cas ce qui serait logique du point de vue américain, si on veut soutenir les manifestants, ça serait de frapper les forces de répression, c'est-à-dire effectivement taper sur les Bassidjis ou sur les gardiens de la Révolution. Ils ont quand même des centres de commandement, ils ont des centres de... Bon, non, ils sont dans tout le pays, mais il y a quand même quelques centres... Parce que ça fait partie des scénarios. Oui, bien sûr. Alors, l'autre option, effectivement, que peut-être les Israéliens préféraient, c'est frapper des installations de production de missiles, parce qu'effectivement, bon, là, c'est la sécurité d'Israël plus qu'autre chose. Donc, on voit bien qu'il y a différentes options qui sont là, mais si on est logique dans ce que dit le président Trump, ça serait plutôt frapper justement les forces de répression pour montrer sa sympathie et son soutien à la population et aux manifestants. Et même cela, Sepideh Farsi, vous ne pensez pas que ça soit très efficace? Je ne sais pas. En tout cas, les centres de fabrication de missiles, ça n'a aucun intérêt pour la population. Pour la population. Non, c'est pour Israël. Dans l'intérêt d'Israël. Mais je veux dire, par exemple, rétablir Starlink, envoyer des choses qui pourraient reconnecter l'Iran au monde pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe, pour que les Iraniens puissent communiquer. Mettre IRGC, les gardiens de la Révolution, sur la liste des organisations terroristes, ça fait des années qu'on le réclame. Oui. Des années. Nous, on s'égosille à réclamer ça. Que les gardiens de la Révolution soient sur la liste des terroristes. Et ça qu'on gèle leurs avoirs, qu'on arrête de commercer avec eux. Ils détiennent en fait plus de 70% quand même de l'économie du pays. Et si on arrêtait en fait de faire du business avec eux, et à vendre des armes comme les balles, je l'ai dit au début des missions, enfin les balles qui sont tirées sur les gens ne sont pas fabriquées en Iran. Quid de Reza Pahlavi, un mot, Ketevan, le fils du Shah, on l'a beaucoup vu. Est-ce qu'il peut jouer un rôle de coordinateur? On apprend par le site Axios que Witkoff, enfin en tout cas un des émissaires américains, l'aurait vu, ce qui n'était pas du tout le cas ces dernières semaines. Oui, et il semblerait, en tout cas, le fait que Steve Witkoff, qui est quand même le bras droit de Donald Trump, ou l'un des bras droits de Donald Trump quand il s'agit de politique internationale, l'aurait rencontré, Reza Pahlavi, ce week-end. Donc c'est très récent. Et ça marquerait quand même un changement, parce que ça serait la première fois que quelqu'un de haut placé dans l'administration Trump rencontre quelqu'un qui représente au moins une partie
de l'opposition iranienne. Parce que, encore une fois, il faut le rappeler, Reza Pahlavi ne représente pas toute l'opposition iranienne. Il est d'ailleurs très controversé chez certains opposants iraniens. Mais ce que ça montre aussi, c'est une évolution de l'administration américaine vis-à-vis Reza Pahlavi. Parce qu'au début des manifestations, il ne voulait pas du tout en entendre parler. Il ne voulait pas le voir comme quelqu'un qui pourrait être un peu une figure de l'opposition. Et au fil des quelques semaines qui se sont écoulées de ces manifestations, ils ont l'air d'avoir un peu changé effectivement, alors il a fait stratégiquement ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire aller sur tous les médias américains, notamment sur Fox News, pour que Donald Trump le voie en action et en train de parler. Et donc, peut-être que c'est le début de l'administration Trump qui s'intéresse à Reza Pahlavi, qui le fait monter comme figure. On n'en sait rien pour l'instant, mais c'est vrai que si cette rencontre a vraiment eu lieu, c'est un élément important dans la façon dont l'administration Trump voit la situation en Iran. Il est légitime? Légitime sans doute pour une petite partie de l'opposition ou de l'opposition en Iran et à l'étranger aussi, mais je ne pense pas que ce soit une majorité, en effet. Après, est-ce que quelqu'un qui a passé une quarantaine d'années à l'extérieur et qui se réclame comme ça, leader du jour au lendemain, est-ce qu'il est légitime? Je ne sais pas. Et il a le mérite d'être connu, en fait. Il est connu, oui. C'est le fils de son père, effectivement, et de sa mère, bien sûr. Et il est connu, en effet. Mais je veux dire, il appelle les gens à sortir dans les rues et à s'attaquer. Il dit la même chose que Trump. J'ai vu des vidéos en venant ici à s'en prendre aux bases de sécurité du régime. Ça veut dire, en fait, mourir, oui. Ça. Comment est-ce qu'un leader peut prononcer des mots pareils alors qu'il est assis à Washington? Je veux dire, pardon, hein, mais... Karim Émile Bitar, vous pensez à un changement là, du côté de la Maison-Blanche, d'avoir justement rencontré cette fois Reza Pahlavi, le fils du Shah? Alors, il y a à peine une semaine, M. Trump disait de Reza Pahlavi un peu ce qu'il disait de Mme Machado. Il disait c'est un type sympa, mais on verra qui va émerger sur le terrain. Donc, il ne semblait pas le prendre très au sérieux. Mais force est de constater qu'en effet, Reza Pahlavi est devenu un peu un leader par défaut parce qu'il a, comme vous l'avez dit, cette reconnaissance publique, parce qu'il a été soutenu massivement par certains organes de presse, ouvertement par Israël, une campagne sur les réseaux sociaux qui a été commanditée par Israël, comme l'a révélé le journal Haaretz. Et il est en phase un peu avec l'ère du temps à l'échelle internationale, le retour des nationalismes autoritaires, de courants de droite radicale, nostalgiques d'un passé parfois fantasmé. Mais il est en effet très contesté. Et même au sein de l'administration Trump, il a certains adversaires. Rudy Giuliani, qui était très proche de Trump, mais qui était aussi financé par les Moudjahidines du peuple, cette secte islamo-marxiste également très controversée en Iran, a critiqué Reza Pahlavi, le considérant comme illégitime. Donc même dans l'entourage de Trump, vous avez d'un côté Lindsey Graham, les héritiers au conservatisme qui souhaitent aller vers un changement de régime et l'imposer par la force, et de l'autre, une base MAGA de plus en plus réticente à des aventures hasardeuses au Moyen-Orient et qui préférerait une intensification des pressions pour un changement de comportement du régime sans aller jusqu'à le changer, car cela créerait un chaos en Iran, même si pour beaucoup dans d'autres pays de la région, cela serait un soulagement. Je vous parle à partir de Beyrouth et plusieurs pays de la région, le Liban, la Syrie, l'Irak, le Yémen, ont payé le prix au cours de ces 20 dernières années des politiques du régime iranien qui étaient de plus en plus arrogantes, expansionnistes, qui disaient ouvertement contrôler 4 capitales arabes. Donc depuis 1979, il y a cette volonté en Iran d'exporter la révolution iranienne vers le monde arabe. Donc la chute de ce régime serait un tournant majeur dans l'histoire du Proche-Orient, mais pourrait conduire à une déstabilisation en Iran, car c'est un pays multiethnique, un pays divers, où personne ne peut rassembler, fédérer une majorité de la population à ce stade. On n'a même pas parlé de la complexité, effectivement, de la composition ethnique de l'Iran, Sepideh Farsi, mais justement sur un scénario d'un régime dont la tête pourrait tomber, admettons Ali Khamenei, et d'un régime qui donc serait une sorte de
de régime, alors comment on pourrait l'appeler, Un schéma réalpolitique, vénézuélien. un schéma vénézuélien, c'est-à-dire, en fait, ce rêve d'ouverture qui a existé à un moment donné en Iran, on peut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus le rêver. S'il y avait effectivement une tête qui tombe, mais que le système reste, ça serait un système qui serait dans la même veine. Vous voulez dire le rêve réformiste? Oui, le rêve réformiste. Ah non, ça malheureusement, Ça, c'est terminé. révolu. C'est terminé. Ils n'ont pas joué le jeu. Même les gens qui, moi j'y croyais pas, mais même les gens qui ont cru, ils ont renoncé à y croire parce que ça fait quand même depuis la première élection de Khatami qu'on y est. À chaque fois qu'il y a un pas en avant, il y a 3 pas en arrière. Khamenei défait tout. Donc, non, Mais du coup, de manière, si on fait de la réelle politique, parce que finalement c'est ça, un régime qui soit une sorte, pas un régime ami, mais avec qui tout le monde se contente de négocier plus ou moins, qui soit plus peut-être révolutionnaire, mais dans le sens révolution islamique. Ça serait ça peut-être? alors il y a une possibilité, hélas pas du tout glorieuse, qui serait une prise de pouvoir comme une sorte de putsch un peu interne par les gardiens de la Révolution qui, effectivement, se débarrasseraient de Khamenei, qui mettrait quelqu'un d'autre à la place, mais qui maintiendrait, peut-être changerait un peu de façade idéologique, vous voyez, et un semblant d'ouverture sur certains points, et maintiendraient quand même leur monopole sur l'économie du pays. Et menaceraient potentiellement d'autres pays comme ils ont fait, ou alors changeraient de politique régionale. Ça, c'est possible. Oui. C'est vrai qu'un Iran instable, c'est mauvais pour tout le monde. Pour les Iraniens d'abord, évidemment. Mais moi, ce que je voudrais, c'est d'abord qu'on arrête les massacres. Oui. On parlera après du changement du régime. Arrêtons les massacres. Faisons pression pour que les massacres s'arrêtent. C'est ça surtout qu'il faut faire, l'urgence. Bertrand Besancenot. Oui, dans l'hypothèse d'un schéma vénézuélien, comme on dit, à ce moment-là, effectivement, quelles sont les concessions que le régime pourrait faire pour satisfaire en tout cas les Américains, parce que ce sont quand même les principaux acteurs. Bon, alors on l'a dit, ça pourrait être le changement de la tête, c'est-à-dire que ce ne soit plus Khamenei. Ça pourrait être des mesures comme par exemple dire où sont les 400 tonnes d'uranium enrichi. Ça pourrait être... Donc ça veut dire négocier sur le nucléaire. Oui, ça pourrait être également dire par exemple nous acceptons de ne plus vouloir un enrichissement sur le sol iranien ou accepter certaines limites au programme balistique. Enfin, il y a différentes options qui sont envisageables si on veut satisfaire le partenaire, entre guillemets, le partenaire américain. Parce que c'est ça qui intéresse le président Trump. Lui, à la limite, si vous voulez, le changement de régime, je ne suis pas sûr que ce soit forcément son objectif. En revanche, effectivement, il aimerait bien avoir un Iran qui soit stabilisé et qui soit sous influence américaine. C'est plutôt ça qui l'intéresse. Mais ça, c'est un scénario possible. C'est une des options qui est... Mais la réponse est naturellement du côté iranien. Moi, je ne sais pas comment... Là, nous faisons de la pure spéculation. Est-ce que ça sera la fuite en avant des gardiens de la Révolution ou est-ce qu'ils préféreront essayer de trouver une formule avec les Américains? Ça, j'avoue, je n'ai pas de réponse. Un mot sur justement ces droits de douane qui étaient évoqués hier par Donald Trump. Hausse de droits de douane de 25% sur tous les échanges effectués entre les États-Unis et les pays qui commercent avec l'Iran. On a vu bien sûr la réaction de la Chine, qui est un partenaire important pour les États-Unis. Finalement, quels sont les soutiens du régime iranien à l'étranger? Il y a la Chine, la Russie, d'un point de vue commercial, l'Inde également, le Pakistan. La Chine leur vend des systèmes de reconnaissance faciale sophistiqués, d'après ce que j'ai lu, donc ça pourrait être un coup dur, finalement, pour les Chinois. Ou est-ce qu'en ce moment, on est dans une sorte de pause dans ces négociations entre les États-Unis et la Chine? Donc bon. C'est là où je vois mal, parce que bon, mettre 25% sur la Russie en ce moment, vu ce qu'il y a comme commerce entre la Russie et les États-Unis, c'est pas vraiment un problème. En revanche, ils sont depuis des mois en négociation avec les Chinois. On est passé de 100%, on est redescendu à 50%, on est remonté, on est redescendu. Les Américains ne peuvent pas se permettre de se braquer avec la Chine non plus. Donc, je vois mal comment ils mettent en place, à l'heure actuelle, vu les négociations qui sont en cours avec les Chinois, ces 25%, c'est facile de le déclarer. Mais comme on l'a vu avec Donald Trump ces mois derniers, on a cette expression taco, Trump always chickens out, sur l'histoire des droits de douane. Il annonce des droits de douane et puis 2 semaines plus tard, ça passe à la trappe et puis il annonce autre chose. On ne sait pas vraiment où ça va aller et les Chinois ne vont pas vraiment se laisser faire.
Oui, Karim Bitar, vous êtes d'accord? Parce que c'est vrai que là, elles sont un peu au point mort, ces discussions entre les Chinois et les par ailleurs, ça Américains ne sur les droits n'empêchera de pas les douane. Chinois et les Russes de continuer à envoyer de l'aide militaire s'ils veulent aider l'Iran militairement. Ça pourrait être une option, justement, ces 25% de droits de douane, ou c'est vraiment, on n'est que dans le déclaratif, là, à votre avis, Karim Émile Bitar? Au-delà des droits de douane, je crois que, comme vous y avez fait allusion, le rôle de la Russie et de la Chine sera décisif. Est-ce qu'ils vont accepter que le Moyen-Orient tout entier tombe sous hégémonie américano-israélienne, ou est-ce qu'ils vont tenter d'aider ce régime? Bachar el-Assad s'est maintenu pendant 14 ans au pouvoir malgré une révolution spontanée, légitime, parce qu'il avait le soutien de l'Iran et de la Russie. Aujourd'hui, l'Iran n'est pas complètement isolé. Avec les Russes, il y a eu un certain nombre un commerce d'armement assez significatif, plusieurs milliards de dollars qui ont permis à la Russie de bénéficier de certains missiles en Ukraine. La Chine également verrait d'un assez mauvais œil une intervention américaine. Ce sont deux puissances qui sont très attachées, peut-être pour de mauvaises raisons, mais en tout cas très attachées au principe de souveraineté, au refus des changements de régime imposés par la force. Mais nous vivons dans un monde où tout est possible, toutes les règles de droit sont désormais désuètes. Nous vivons dans le monde de la marque politique, la politique de puissance. Et si Trump décide d'aller jusqu'au bout, il peut en effet faire tomber ce régime. Par contre, ce qu'il ne peut certainement pas garantir, c'est la stabilité, c'est le jour d'après. Et il semblerait que les États-Unis n'aient tiré aucune leçon du fiasco afghan, du fiasco iranien, et semblent toujours plonger tête baissée dans des aventures qui pourraient déstabiliser la région, alors que Barack Obama avait compris qu'on pouvait éventuellement commencer par démocratiser l'économie iranienne, casser cette oligarchie, permettre d'ouvrir des ponts entre la société civile iranienne et le reste du monde, et cela aurait forcé les plus radicaux en Iran à changer de politique. Malheureusement, Trump a déchiré du jour au lendemain l'accord nucléaire de 2016, alors même que les Iraniens avaient fait énormément de concessions sur les centrifugeuses, sur l'uranium enrichi. Donc nous sommes en train de payer en quelque sorte aujourd'hui les conséquences de cet unilatéralisme américain qui a déchiré un accord qui était un accord multilatéral, puisque les Européens, l'Allemagne, l'ONU étaient également partie prenante de cet accord sur le nucléaire iranien. Alors, les Européens, justement, Frédéric Merz, lui, a haussé le ton en estimant que le pouvoir en Iran, je cite, vivait ces derniers jours, on l'a entendu, et ces dernières semaines. L'ambassadeur d'Iran en France a été convoqué. Le Royaume-Uni a aussi convoqué l'ambassadeur d'Iran à Londres. Est-ce que vous les trouvez trop timides, ces Pideh Farsi, ces réactions européennes? Absolument. Trop tard, trop timide, pas assez conséquente. C'est déjà mieux que rien. Parce qu'il y a 2 jours, on n'avait rien. Voilà. Mais c'est vraiment, je veux dire, avec l'ampleur du massacre en cours, ça n'est pas du tout en diapason, quoi. Là, quand on est en train de tirer à balles réelles sur les gens, et puis sur les yeux, dans la tête, enfin, je veux dire, pour vraiment faire ça, on ne fait pas ça. Vous voudriez des sanctions, donc vous disiez des sanctions peut-être contre les passes d'Aran, enfin des choses... Le problème, c'est que ça aurait dû être fait il y a longtemps. Là, ça déjà répond... trop tard. Bah, c'est un peu déjà tard. trop Là, tard. ça ne marche pas en 2 jours, ces sanctions-là. Vous savez, les gels des avoirs, arrêt de commerce, tout ça, ça prend du temps pour que ce soit effectif. Les sanctions qu'a fait Trump et les États-Unis en général, ça n'a fait que renforcer, effectivement, là je rejoins M. Bitar, ça n'a fait que renforcer l'influence des gardiens de la Révolution, puisqu'ils ont le monopole, en fait, ça n'a fait que les... Non, c'est vous qui disiez ça, ça n'a fait que les enrichir, en fait. Et donc... Parce qu'il y a une captation des ressources. Il y a une captation des ressources. Quand ça fait le tour et que, vous savez, tout est fermé, c'est eux qui ont le monopole d'importer et d'exporter. Donc, du coup, évidemment, ils s'enrichissent encore plus. Qu'en dit le diplomate Bertrand Besancenot? Est-ce que la diplomatie aujourd'hui a sa place quand on est dans un bras de fer comme celui-ci ou pas? Écoutez, c'est très frustrant pour nous, Européens, d'être limités pour le moment à condamner la boucherie qui est en cours, effectivement. Simplement, on pourrait faire plus. Non, simplement pour être honnête, les Iraniens eux-mêmes ne s'intéressent pas beaucoup aux réactions des Européens.
Ce qui les intéresse en réalité, c'est de trouver un modus vivendi avec les Américains. Et donc, du coup, la marge de manœuvre des Européens, elle est relativement limitée. D'autant plus qu'effectivement, alors certains ont cité le fait que nous avons effectivement des otages en Voilà, Iran. oui, je voulais y venir, l'ouverture. Comme cela. Mais je crois que c'est important, l'ouverture de ce procès pour apologie du terrorisme de Madieh Esfandiari, donc, qui est une Iranienne. Son procès a démarré aujourd'hui. Téhéran voudrait l'échanger contre Cécile Collère et Jacques Paris, qui donc ont été libérés de prison, mais sont en fait à l'ambassade de France à Téhéran et n'ont pas le droit de sortir. Ça rentre, je dirais, dans la diplomatie française. Oui. Non, mais la France négocie en ce moment avec l'Iran là-dessus. C'est-à-dire, c'est sans doute un facteur parce qu'effectivement, chacun des pays pense effectivement d'abord à ses ressortissants et donc effectivement, pour les autorités françaises, c'est important d'essayer de les rapatrier. Mais encore une fois, si vous voulez, la marge de manœuvre des Européens, elle est très limitée tout simplement parce que les Iraniens, à la limite, ne s'intéressent qu'à un accord éventuel avec les Américains. Ils aimeraient bien avoir... Enfin, ça ne leur a pas fait plaisir, les sanctions européennes, quand justement les Européens ont décidé de sortir snapback, aussi. Oui, bien sûr. Mais en réalité, dans leur esprit, on le voit bien depuis le début, ce qui les intéresse, c'est d'essayer de éviter une nouvelle confrontation, la pérennité du régime, c'est-à-dire essayer de trouver un arrangement avec Trump, dont ils savent qu'il se fiche éperdument des droits de l'homme, mais qu'en revanche, ils voudraient autre chose. Donc la pression maximale, ça veut dire effectivement que du coup, les Iraniens peuvent essayer, ça ne veut pas dire qu'ils le feront, mais peuvent essayer de négocier justement quelques concessions pour pouvoir préserver le régime. Donc là, les Européens n'auraient pas un rôle d'intermédiaire? Pourraient jouer. Oui, mais les intermédiaires... Ce n'est pas uniquement les sanctions, c'est aussi que, comme Trump est imprévisible et qu'il y va toujours comme c'est 0 ou 100, il n'y a pas d'intermédiaire, l'Europe aurait pu et pourrait encore. Oui, mais est-ce que Trump écoute vraiment les Européens, les Omanais ou d'autres? La réponse, vous la connaissez. Vous savez, c'est quand même le drame européen, ça. Pas uniquement pour l'Iran. Oui. Ça, c'est le drame de la diplomatie européenne. Et il serait temps peut-être qu'à un moment donné, il y ait une position commune pour le bien de l'Europe, parce que je suis quand même je vis en Europe aussi. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Comme celle de classer les gardiens de la Révolution comme terroristes. Oui, non, mais tout à fait. Mais vis-à-vis quand il y a eu l'épisode vénézuélien, on n'a pas eu une position commune européenne. Un a dit on les félicite, l'autre, voilà, entre Emmanuel Macron et d'autres positions européennes. Je veux dire, c'est un drame, ça. Trump, pour revenir à lui, que va-t-il se passer, à votre avis, Ketevan Gorjestani, si on fait un petit peu de prédiction sur... il nous reste 5 minutes, c'est la fin du débat. Sur les prochains jours, peut-être les prochaines heures, est-ce qu'on pourrait assister à voir tout d'un coup... effectivement, un certain nombre de missiles envoyés par les États-Unis, à notre grande surprise, ça pourrait être ça aussi. Je pense qu'il faut s'attendre à tout avec Donald Trump. On l'a appris maintenant que ça peut être tout et ça peut être rien. Le seul truc que je dirais, c'est qu'on l'a vu en juin dernier. Il avait annoncé une deadline de 2 semaines donnée aux Iraniens pour venir à la table des négociations et empêcher que les Américains et les Israéliens frappent l'Iran. Il n'a absolument pas attendu les 2 semaines et il a tapé dans les 24 heures suivant son annonce. Donc, les annonces de Donald Trump, ça peut être quelque chose qui est... Non, mais il aime créer la surprise. Il aime créer la surprise. Et en l'occurrence, si les Américains veulent vraiment aller frapper les Iraniens, ils ne vont pas leur dire. Et ils ne vont pas l'annoncer pour leur donner le temps de se préparer. Donc, c'est sûr que ça sera une surprise si ça arrive. Est-ce que la décision a été prise par Donald Trump lui-même sur ce qu'il va faire? Je n'en sais rien. Je pense que peut-être pas encore. Vous êtes d'accord, Karim Emile Bittard? Est-ce que l'idée, c'est effectivement quand même toujours ce spectacle, donc s'ils frappent, si les États-Unis frappent, on sera surpris. Oui, mais le plus dramatique, c'est que ces frappes auront certainement des conséquences imprévisibles, inattendues. Nous sommes encore aujourd'hui en 2025, dans un monde où beaucoup d'Iraniens sont traumatisés. 2026, par l'État de 1953. D'autre part, 1979. Donc, dans cette partie du monde, des événements qui se sont produits il y a 70 ans ou il y a un siècle, ils continuent de peser. Et nous payons encore le prix des erreurs géostratégiques commises par certaines grandes puissances et nous payons le prix de la faillite des élites post-coloniales et de ce régime iranien qui a complètement opprimé une population assoiffée de liberté. Donc, la priorité aujourd'hui, j'ai envie de dire,
c'est en effet que le carnage cesse. On parle énormément du jeu des puissances, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un peuple iranien, des êtres humains de chair et de sang qui sont en train de payer le prix de ces erreurs stratégiques de Khamenei et de Donald Trump. Et le temps est venu de leur redonner la parole. Et cela nécessite un apaisement et une évolution progressive vers un libéralisme où cette troisième voie iranienne, dont on nous disait tout à l'heure justement qu'elle était aujourd'hui un peu désemparée, puisse faire renaître cette flamme, car c'est un peuple qui véritablement le mérite et qui a beaucoup trop subi depuis plusieurs décennies en passant d'une dictature à l'autre, de la dictature du Shah à la dictature islamique. Mais cette troisième voie. Oui, non, mais on est tous d'accord là-dessus. Mais on peut parfaitement apprendre que cette nuit, les Américains décapitent Khamenei, et pensant que ça peut être une très bonne opération, montrant qu'on peut taper au plus haut niveau et que c'est la meilleure façon d'encourager les manifestants. Donc tout est possible, c'est ce qui a été dit, et je crois que les différentes options, je ne suis pas sûr qu'elles aient déjà été choisies, mais en tout cas, on ne peut en exclure aucune, y compris celle-là. Et elles sont sur la table. 30 secondes, Sepideh, pour un mot de conclusion. L'historien Abbas Milani dit que la solution passe par une coalition à l'intérieur de l'Iran et à l'extérieur de l'Iran, une sorte de front uni de ceux qui veulent la démocratie, un autre Iran. Ça vous semble un rêve, ça ? C'est un beau rêve, j'y crois aussi, mais c'est assez inaccessible en l'état actuel des choses. Là, il faut vraiment faire pression pour ouvrir les prisons et sortir les prisonniers politiques. Vous savez qu'en 1978, les prisonniers politiques ont été libérés 2 mois après le Shah était parti. C'est déterminant. Il faut envoyer une commission d'enquête. Il faut que l'ONU condamne. Il faut que le massacre cesse. Il y a quand même des voies diplomatiques, même si ça... Il faut déjà commencer par ça. Il faut déjà commencer par ça et faire pression et espérer que les frappes ne viennent pas. Voilà. Et si vous voulez décapiter Khamenei, pourquoi ils ne l'ont pas fait en juin ? Je suis contre l'ingérence étrangère. Trump avait dit aux Israéliens, non, ne touchez pas à Khamenei. Ah oui, il est gentil. Qu'est-ce qu'il est gentil, monsieur Trump. Merci beaucoup, Sepideh Farsi, d'avoir été avec nous, Ketevan Gorestani. Merci Bertrand Besancenot. Merci beaucoup, Karim Emile Bittard, d'avoir été avec nous en direct de Beyrouth. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain et vous retrouvez cette émission sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Elle ne serait pas forcément...